Yanis, il n'a pas pu passer son bac, il n'a pas pu fêter ses 18 ans, il n'a pas pu conduire la voiture qui bricolait dans son garage, avec la sérénité de se dire que son agresseur n'était pas à 3 km de lui. Yanis était un enfant qui a été agressé sexuellement à l'âge de 12 ans par son voisin, que j'ai accompagné avec mon association depuis plus de 3 ans, qui s'est ôté la vie le 30 mars dernier, 3 jours avant ses 18 ans. Le mercredi 2 avril, ses parents, en lieu et place de souffler les bougies, de préparer un gâteau pour leur enfant, sont allés aux pompes funèbres lui acheter un cercueil. J'ai pris connaissance de la lettre que Yanis a laissée, qui est à vrai dire une note sur son téléphone, par l'intermédiaire de son papa et sa maman, avec qui je suis en lien quotidiennement. Cette lettre, elle s'appelle « Lettre de suicide », version finale. Je dirais que ce sont ses derniers mots. Dans cette lettre, on comprend, et il le dit très clairement, que c'est la libération de son agresseur dans ces conditions, à 3 km de chez lui, sans même qu'il en soit informé ni sa famille, qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Le procès de l'agresseur de Yanis s'est tenu au tribunal de Bonneville le 12 octobre 2023. Il a été déclaré coupable d'agression sexuelle et a écopé de 5 ans de prison ferme et de 15 ans de suivi socio-judiciaire. Il est finalement sorti au bout de 2 ans et 4 mois pour bonne conduite. Comment a appris Yanis que son agresseur était sorti de prison? Yanis a appris la sortie de son agresseur par l'intermédiaire d'une tierce personne. C'est-à-dire que son papa a appris par une connaissance que cet homme-là avait été libéré. Et il a expliqué le jour même à son fils parce qu'il ne voulait pas que Yanis l'apprenne autrement. Et que Yanis potentiellement le croise aussi. Et cette surprise-là, exactement. Ça aurait été pire encore que Yanis le croise et qu'on ne l'ait pas prévenu qu'il ait été libéré entre-temps. Yanis allait dans la commune où son agresseur s'est réinstallé, c'est-à-dire la commune où Yanis vivait, là où il l'a agressé, pour prendre le train pour aller au lycée tous les matins. Donc le risque, il était là, matin et soir. Et plus souvent encore, quand on étend ça aux courses, à la vie avec ses copains. Yanis, je pense qu'il a arrêté de respirer dès lors qu'il a appris que son agresseur avait été libéré. Si on me demande aujourd'hui pourquoi Yanis s'est suicidé, j'ai juste envie de reprendre les mots qu'il a laissés. Il écrit sur Instagram, uniquement pour les proches, en story à mes proches, « Je me suis estimé heureux au verdict du procès. 5 ans, c'est ce qu'il aurait dû faire. 5 ans durant lesquels j'étais assurée de ne pas le croiser. C'était assez pour me laisser le temps de finir mes études et partir loin d'ici. Mais c'était sans compter sur la justice. 1 an de procédure. 1 an de bataille psychologique pour avancer et me reconstruire. Pourquoi? Pour qu'il soit libéré avant même la moitié de sa peine pour bonne conduite? Savoir pertinemment que l'homme qui m'a enlevé 3 ans de ma vie est dehors en liberté, à même pas 3 km de chez moi, me répugne tellement. J'ai l'impression de revenir à zéro. La peur de le croiser, la peur de ce qu'il fera aux autres, cette hypervigilance qui reprend petit à petit le dessus, alors que je commençais à seulement tourner la page. Je commençais à avancer, à me projeter, mais cette nouvelle vient me rappeler que tôt ou tard, vous devrez affronter vos démons. Et vous, quand vous avez vu cette story privée sur Instagram, est-ce que vous en avez parlé tous les deux? Est-ce qu'il s'est confié à vous? Moi, j'ai essayé de lui demander si ça allait. Je pense comme ses parents, on a tous essayé. Il lui a été proposé de reprendre un suivi psy. Mais je crois que Yanis, il a renoncé à ce moment-là. Je suis la première personne à qui il a parlé de son agression. Quand il vous contacte en septembre 2022, vous le sentez au bord du gouffre. Il vous demande à l'aide à l'époque? Quand Yanis me contacte, c'est qu'il sait qu'il n'est pas loin de se suicider. Il le dit. Je cumule les somnifères, je prends des médicaments dans l'espoir de m'endormir et donc de mourir. Et il n'a pas envie de mourir dans le fond. Il a envie de s'en sortir. C'est pour ça qu'il nous demande de l'aide. J'ai eu au téléphone, évidemment, je lui ai laissé penser que je ne le forcerais pas à déposer plainte, qu'évidemment, je n'en informerai pas sa famille ni les forces de l'ordre, mais la loi nous y oblige, quoi qu'il. Et puis, j'étais persuadée que c'était nécessaire et urgent. Donc je l'ai motivé, je l'ai encouragé. J'ai fini par obtenir qu'il écrive une lettre à ses parents parce que j'ai compris que c'était difficile pour lui de raconter ça de vive voix. Et il est parti au lycée un matin en laissant la même lettre, mais en 2 exemplaires pour chacun de ses parents, papa, maman. Cette lettre, je vous l'ai écrite grâce à Stéphie, elle m'a beaucoup aidée, elle pourra aussi vous aider si vous en éprouvez le besoin. Le jour où j'ai fait un dépassement sur mon forfait, c'est parce que j'ai passé 1h30 au téléphone avec elle pour qu'elle m'explique tout ce qui va se passer et qu'elle me fasse violence à ce que je vous dise tout. J'aimerais un jour aller la remercier en personne, mais on verra quand tout sera fini. Elle dit, j'aimerais terminer sur 2 choses. Ce que je viens de vous révéler vous a sûrement anéanti, mais restez fort pour nous tous. Et le fait de ne pas l'avoir découvert de vous-même ne fait pas de vous des mauvais parents. Je suis juste un bon cachotier. Je vous aime tous les deux. Et vous dis à ce soir. Et finalement, ce discours-là, c'est un petit peu le même qu'il a eu la veille de son décès. Il n'a rien laissé transparaître, Yanis. Il a fait un babysitting le samedi soir, la veille. Il a mangé avec ses parents. Il a dit à demain, bonne nuit. Et il n'y a pas eu d'autre lendemain. Est-ce que les victimes de violences sexuelles sont trop peu accompagnées? Si mon association n'avait pas financé son suivi psy, il n'aurait pas été suivi. Parce qu'on a une pénurie pédopsychiatre, on a une pénurie dans les centres. Enfin, je veux dire, c'est vraiment lamentable les moyens qu'on se donne.
et qu'on emploie à protéger les enfants et à accompagner les enfants victimes aujourd'hui. Je pense que, et c'est terrible à dire, tous ces enfants-là font avant tout les frais d'un manque de moyens. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les budgets, ils ne sont pas à la hauteur des besoins. Ce que je demande aujourd'hui, et ce que demande la famille, et on est tous ensemble dans cette dynamique, c'est une loi Yaya. Yaya parce que c'était le surnom d'Yanis. Une loi qui contraint la justice, le système judiciaire, à prévenir le mineur, mais également sa famille, dès lors qu'on est sur un enfant, donc jusqu'à l'âge de 18 ans, de la sortie de son agresseur. C'est le minimum. Et le minimum, je dirais même, ça serait de s'intéresser à l'état psychologique de la victime à l'instant T, de savoir s'il n'y a pas une hypervigilance, tout un tas de choses, un comportement à risque, des idées noires, une tentative de suicide, qui peut-être justifierait qu'on ne libère pas aussitôt. Alors je ne dis pas qu'il faut rallonger les peines, qu'il faut faire plus que ce pour quoi on a été condamné, mais qu'il faut s'intéresser à la victime. Et on ne peut plus rendre une justice pénale uniquement du prisme de l'agresseur sans s'intéresser à ce qu'il en est de la victime. Je crois qu'on doit se donner les moyens et faire ce qu'il faut pour protéger ses enfants. Et c'est notre responsabilité.